Quel est le secret des arnaqueurs? Comment font-ils pour comprendre aussi bien la psychologie de leurs victimes? Est-ce l'amour de l'argent qui les anime? Le manque d'empathie pour les autres? Ou l'absence de moralité? Quelle que soit leur motivation, les spécialistes de la manipulation nous fascinent. Pierre Bourdin is a French serial imposter the press has nicknamed the Chameleon. He began his impersonations as a child and claims to have assumed at least 500 false identities. In 1994, a young boy, Nicholas Barclay, went missing in Texas. Frederick Bourdin took the identity of the still missing Nicholas Barclay. Although Bourdin had brown eyes and a French accent, he managed to convince the family and the authorities he was Nicholas Barclay. The Frenchman, a fraud named Frederick Bourdin, was ordered to do a DNA test. He pleaded guilty to passport fraud and perjury. Frederick served 6 years in an American prison before being deported to France. A private investigator compared the ears of Bourdin to the ears of Nicholas Barclay. So I knew right away I had an imposter. Nous avons tous déjà été victimes d'un mystificateur au moins une fois dans notre vie. Nous avons tous déjà cru à un mensonge, à un scénario qui semblait trop beau pour être vrai. Et quand cela nous arrive, nous nous en voulons d'avoir été aussi naïfs. Afin de comprendre comment éviter leurs pièges, nous avons invité des experts qui savent lire les techniques utilisées par ces maîtres de l'illusion. Cette équipe va analyser leur parcours, examiner leur activité cérébrale et décrypter leur langage corporel pour nous aider à les démasquer. Bienvenue à l'Institut. Bonjour, Monsieur Bourdin. Mademoiselle, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ils vous attendent. Alors, allons-y. Bonjour, Monsieur Bourdin. Asseyez-vous. Kerry Dames, enchantée. Je suis consultante en psychologie médico-légale. Je vous présente Mark Frank, professeur en sciences comportementales. Et voici Moran Surf, professeur en neurosciences. Je tiens d'abord à préciser que nous ne sommes pas là pour jouer les thérapeutes. Le but n'est pas de poser un diagnostic. Ceci n'est pas une thérapie. Nous sommes là pour apprendre. Pour moi, c'en est une. Vraiment? Oui, je prends ça comme une forme de thérapie, juste pour moi. Je ne vous demande pas de jouer les thérapeutes, mais quoi qu'il arrive, ça me servira. D'accord. Dans un premier temps, j'aimerais essayer de déterminer quels facteurs psychologiques et sociaux pourraient expliquer votre propension à vouloir tromper les gens. Je vais donc vous interroger sur votre histoire et sur votre parcours. Et nous vous ferons aussi passer plusieurs tests. Je vais vous poser des questions en observant les réactions de votre cerveau pour tenter de comprendre votre façon de penser. Je mesurerai votre activité cérébrale pendant toute la durée de notre entretien pour savoir si elle est en accord avec vos propos. Quant à moi, étant un spécialiste du comportement, je vais m'intéresser à la façon dont vos expressions corporelles traduisent ce qui se passe dans votre esprit. J'étudierai tout ce qui relève de la communication non verbale, notamment la voix et les expressions faciales. Nous allons bientôt commencer notre entretien. Mais je vous propose d'aller d'abord découvrir notre institut. Mettez-vous à l'aise. Prenez vos marques. On se retrouve plus tard. Entendu? Merci. Pas de problème. À tout à l'heure. À tout de suite.
À nous, Frédéric. Rebonjour. Le déjeuner vous a plu? Oui, c'était très bon. Parfait. J'adore le poisson. Tant mieux. Frédéric, vous avez combien? 47, 48 ans? Non, j'en ai 46. 46, pardon, je vous vieillis. J'aurai 47 le mois prochain. Encore un mois et nous aurons le même âge. Si j'ai bien compris, vous êtes né à Nanterre? Nanterre, oui. Nanterre, en France. En région parisienne. À l'âge de 23 ans, vous vous êtes retrouvé en Espagne. Et un jour, vous avez décidé de prendre l'identité d'un enfant disparu. Normalement, en Espagne, on arrive, on nous met dans un foyer, et si on disparaît au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, tout le monde s'en fiche. Mais là, je ne sais pas pourquoi, le juge pour enfants et le procureur sont venus me voir parce qu'ils voulaient savoir qui j'étais. En plus, ils voulaient des preuves. Ils m'ont fait paniquer en me disant « Sans ces informations, on sera obligé de relever tes empreintes et de te prendre en photo. » Et je savais que s'ils mettaient leurs menaces à exécution, ils auraient mon identité et ils m'enverraient en prison. Donc je leur ai raconté qu'en réalité, j'étais américain. Mais que je ne voulais pas qu'ils préviennent ma famille. Je préférais le faire moi-même. Et contre toute attente, ils ont accepté, ils m'ont laissé faire. Il y avait un fax et un téléphone. J'ai pris le combiné et je me suis mis à appeler la police dans toutes les grandes villes. New York, Chicago, Los Angeles. Je racontais à chaque fois la même histoire. Je me faisais passer pour un policier ou un directeur de foyer et je leur disais que j'étais avec un mineur d'environ 14 ans qui apparemment était porté disparu depuis des années chez eux, aux États-Unis. On ne sait pas qui c'est, mais d'après son accent, l'ambassade américaine dit qu'il est américain. Mais j'obtenais toujours la même réponse. Vous savez combien de photos d'enfants disparus on a sur les murs? On m'a redirigé vers le centre des personnes disparues à Arlington, en Virginie. Je suis tombé sur une femme très gentille et très serviable. Elle était tout à fait disposée à m'aider. Et c'est là qu'elle m'a parlé d'un certain Nicholas Barclay. Nicholas Barclay was just 13 years old when he disappeared here back in June of 1994. He has blue eyes, light brown hair. Barclay also has 3 tattoos, including letters on his left hand, left shoulder, and left ankle. If you have any information... Crois-tu qu'il essaie de nous dire qu'au départ, cette usurpation n'était pas prévue? Exactement. Qu'il n'avait rien prémédité? Il n'avait que 8 heures devant lui. Il faisait nuit. Il était tout seul devant son téléphone. Il devait trouver une solution avant le lendemain matin et se fabriquer une nouvelle identité. Ils allaient relever ses empreintes. Il lui fallait une échappatoire. Et en très peu de temps, il a réussi à orchestrer ce qui allait devenir un moment crucial dans sa vie. Il se crée un personnage, il change de pays, il nous raconte l'histoire qui lui est arrivée. Et ces 8 heures, au cours desquelles il a dû trouver une solution dans l'urgence, ont vraiment été décisives. C'est un moment charnière, très révélateur de sa psychologie. Finalement, la sœur de Nicholas Barclay arrive en Espagne pour venir chercher son frère, qui avait disparu. Et ensuite, que s'est-il passé? Le matin, je me suis enfermé dans ma chambre. Je me suis teint les cheveux, je me suis fait des tatouages. J'ai mis des lunettes, une écharpe et enfilé des gants. Mais je n'étais pas crédible. Je savais à quoi ressemblait Nicholas Barclay. Donc, je nageais en plein cauchemar. En me voyant, cette femme allait forcément être furieuse, mais aussi très triste, et on allait me renvoyer immédiatement en prison. Pour moi, ça ne faisait aucun doute. Je suis sorti de ma chambre, j'ai descendu les escaliers, et dès qu'elle m'a vu, elle m'a sauté dans les bras. Elle m'a serré contre elle en disant « J'en étais sûr, je le savais que c'était toi. Je connais par cœur ce petit nez. »
Et tout ça avec quoi? Il m'a suffi de mettre un bandana, une casquette, de me faire une cicatrice et de prendre une petite voix. Comment avez-vous fait pour changer de voix? Vous pouvez nous montrer? Je sais que ce n'est pas évident de le faire sur commande, mais en même temps, vous l'avez fait pendant plusieurs mois. Pouvez-vous parler comme un adolescent devant moi? Cette voix, je ne sais pas, ça faisait partie du personnage. Vous ne voulez pas le faire? Je suis timide. D'accord. Désolé. This is Eyewitness News at 10. He disappeared without a trace 3 years ago. Tonight, a San Antonio boy is back home. Nicholas Barclay is now 16 years old. He vanished when he was 13. Nicholas says he was kidnapped and taken to Spain. He says for 3 years he was repeatedly drugged, beaten, and raped, all part of a sex slave operation involving dozens of missing children. Somehow, a 13-year-old boy from San Antonio ended up in Spain without a passport. He claims his captors changed his appearance to make him unrecognizable. He was no longer allowed to speak English. Did they rape you all every night? Me? No, because they didn't rape me every night. Some of them, they like more. Some of the kids, they like more. They rape them usually 2 or 3 times a week. À un moment donné, vous vous êtes demandé si cette histoire n'allait pas trop loin? Comment les émotions se traduisent-elles sur le visage, dans la façon de se tenir et dans l'intonation? Dans quelle mesure sommes-nous capables d'interpréter ces signaux? Qui est doué pour le faire et qui ne l'est pas? Et puis vient s'ajouter à ça un autre élément crucial. Pourquoi les gens mentent-ils? Pour quelles raisons le font-ils? Et pourquoi sommes-nous parfois enclins à croire des mensonges? La plupart du temps, c'est parce que ça nous arrange. Parlez-moi de vos parents. Dites-moi davantage sur votre histoire familiale. Ma mère vient d'une famille très particulière. Pour mon grand-père, on aurait dû lâcher une bombe atomique sur les Arabes et les Noirs n'étaient que des singes. Il fallait leur jeter des bananes. Donc, quand ma mère s'est retrouvée enceinte d'un homme maghrébin et qu'elle l'a annoncé à ses parents, ils lui ont ordonné de se faire avorter. Elle n'avait que 18 ans, c'est ça? Oui, 18 ans. Comment savez-vous que son père lui a ordonné de se faire avorter? Qui vous l'a dit? C'était écrit dans son journal. Je vois. Je l'ai trouvé un jour dans son armoire. Ça ne m'a pas vraiment choqué, parce qu'en fait, déjà pendant toute mon enfance, sa plus jeune fille passait son temps à dire des choses comme « Mais pourquoi cet arabe de merde n'est pas mort? Pourquoi il ne crève pas ce bougnoul? Qu'ils nous foutent la paix, ces sales arabes ?» Elle parlait tout le temps comme ça. Donc j'étais habitué à entendre des insultes racistes. Sa plus jeune fille pensait exactement comme lui. Quant à ma mère, elle n'était pas du tout en état de s'occuper de moi. Elle me maltraitait. Il paraît qu'on ne se souvient pas de ce qui s'est passé quand on était un bébé, mais c'est fou. Je me rappelle une fois, on avait pris le train et j'avais faim. Elle m'a donné de l'argent pour aller m'acheter un sandwich, mais le train ne restait en gare que 2 minutes. Je suis descendu pour aller me chercher à manger. Mais tout d'un coup, j'ai entendu le contrôleur siffler pour prévenir que le train allait repartir. Donc je suis remonté à toute vitesse dans le wagon en pleurant parce que j'avais eu très peur qu'il reparte sans moi. Je me suis précipité vers ma mère. J'étais dans tous mes états, j'étais terrorisé. Mais elle avait le sourire aux lèvres. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle se réjouissait de me voir dans cet état. Là, on est dans sa boîte à souvenirs. Je pense qu'on a tous une sorte de boîte noire quelque part dans notre esprit.
Un endroit où sont stockés tous les épisodes marquants de notre vie, un peu comme sur le fil d'actualité des réseaux sociaux. Et c'est très révélateur de ce que nous sommes. L'évocation de ces événements peut être très agréable ou au contraire nous perturber et nous hanter. L'un de mes premiers souvenirs, c'est d'être allé au zoo. Je devais avoir, je ne sais pas, dans les 2 ou 3 ans. Je m'en rappelle parfaitement. Mais d'un point de vue biologique, est-ce possible? C'est ce qui se passe avec Frédéric. Quand il parle de son enfance, il y a des choses qui sont vraies, mais il y en a peut-être aussi d'autres qui ne le sont pas. Je pense que c'est un peu en fonction de ce qu'il perçoit chez son interlocuteur. Oui, ça fait partie de ses motivations. Et ce n'était pas du tout pour l'argent. Ce qu'il veut, c'est attirer l'attention. Il veut susciter l'intérêt et l'affection de son interlocuteur. Il veut qu'on l'aime. C'est une façon pour lui de dire « Je ne suis qu'un enfant, j'ai besoin d'amour, de considération et de protection ». Et il adapte à chaque fois son histoire en fonction de la personne en face de lui. C'est très intéressant de pouvoir observer son attitude en direct. Nous sommes cet interlocuteur, il nous raconte son histoire et nous, on prend des notes. Quand on approuve par un simple signe, ça va l'influencer pour poursuivre son histoire dans une certaine direction. Alors que si on hoche la tête comme ça, il partira peut-être sur autre chose. Idem si on rit à un moment donné. Bref, tout ça pour dire qu'il nous a donné à tous les trois une version de son histoire. Mais peut-être qu'il en donnera une autre à chacun de nous individuellement. Et puis, il y a aussi sa version à lui, celle qu'il se raconte à lui-même. Ce qui s'est vraiment passé est un peu un mélange de tout ça. Notre enfance et les 16 premières années de notre vie sont déterminantes. Qu'on le veuille ou non, et même si parfois on ne veut pas l'admettre, au cours de ces 16 premières années, on construit notre vision du monde. On forge notre identité en tant que personne. On découvre comment les autres interagissent avec nous. Comment se comporte-t-il avec moi? Est-ce que je suis bien traité? Ou me traite-t-on avec méchanceté et mépris? Suis-je négligé? Durant l'enfance, on développe toutes sortes d'attentes. Après, bien sûr, rien n'est figé. On change et on évolue au fil des années. Mais je pense que nous passons une grande partie de notre vie d'adulte à essayer de combler ce qui nous a manqué dans notre enfance. En psychologie, on appelle ça des besoins affectifs insatisfaits. Et ils déterminent souvent notre comportement et notre personnalité à l'âge adulte. Le pire pour moi, c'était le voisin. Un jour, malheureusement, notre télé est tombée en panne. Un homme vivait juste à côté avec sa mère. Et il a dit à ma grand-mère, « Si vous voulez, il peut venir chez moi regarder les dessins animés. » Donc j'y suis allé, j'ai frappé chez lui, il m'a ouvert et il a allumé la télévision. Il l'a laissé environ 7 secondes. Puis il l'a éteinte en me disant qu'il n'y avait pas de dessin animé. Il est monté à l'étage et m'a dit « Viens, je vais te montrer quelque chose. » J'y suis allé et là il m'a dit « Si tu me montres ton pénis, je te montrerai le mien. » Ensuite, il m'a déshabillé et il m'a emmené dans le lit et m'a violé. Ça a duré longtemps. À un moment, il s'est aperçu que je pleurais. Je ne pleurais pas tant que ça. Au début, on voit que ses sourcils sont très affaissés. Ça veut dire qu'il est concentré. Comme quand on essaie de se souvenir de quelque chose. Et puis, on peut aussi lire une certaine tristesse quand il repense à cet événement. Il a les lèvres qui tombent, il joue avec ses doigts. Et ça, il le fait d'emblée, dès qu'il commence à raconter ce que cet homme lui a fait endurer. Il m'a dit « Tu pleures ?» Je n'ai pas répondu. Il m'a demandé si je voulais rentrer chez moi. Je lui ai répondu oui. Il a ouvert la porte et je me suis précipité en courant chez ma tante. Je lui ai raconté ce qui venait de se passer, mais ça l'a fait rire. Comme si je venais de lui raconter quelque chose de vraiment très drôle. Donc je suis allé voir ma grand-mère, mais elle a eu cette simple remarque. Tu n'as qu'à pas y retourner. Et
C'est tout. Ensuite, il ajoute d'un ton très neutre « et il m'a violé ». Je pleurais. Et il passe très vite à autre chose. Il reste vague, il ne donne pas autant de détails que pour le reste. Donc, que faire de cette information? On ne sait pas. Est-ce parce que tout ce qu'il raconte n'est que pure invention? Ou est-ce parce que le trauma lié à cet événement est tel qu'il préfère ne pas s'éterniser dessus? La façon dont les gens racontent des événements traumatiques est sujette à controverse. Mais d'un point de vue comportemental, on voit bien qu'il se passe des choses en lui au cours de cette séquence. Son attitude change. Ces micro-expressions permettent-elles de déterminer s'il dit la vérité? Aucun signe comportemental ne permet de savoir avec certitude si quelqu'un ment ou pas. Et de toute façon, ce n'est pas ce qu'on cherche à savoir. Le but n'est pas de dire « là, il ment » ou « il ne ment pas ». Ça, c'est vrai ou faux. Non, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que son comportement traduit sur le plan émotionnel, quand il se remémore cet événement et qu'il en parle. Il se confie très facilement, comme s'il avait déjà passé les premières étapes d'une thérapie. Il a son histoire bien en tête, mais on dirait qu'il est prisonnier de son passé. Il n'a pas avancé. Il n'a pas assimilé ce qui lui était arrivé. Il est encore très habité par tout ça, parce que j'ai bien vu qu'à un certain moment, il perdait vite ses moyens. Il avait les larmes aux yeux. Mais il m'a quand même dit qu'il ne pensait pas avoir fait tant de mal que ça, parce que sinon il n'aurait pas pu vivre avec ce poids sur la conscience. Si la famille de ce garçon avait vraiment été convaincue que j'étais leur fils, et qu'elle avait appris plus tard que ce n'était pas le cas, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qui ressort? Je dirais de la tristesse. C'est une question piège. Oui. Il ne faut pas interpréter ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas. En gros, il me disait que s'il avait vraiment fait quelque chose de terrible, il n'aurait pas pu vivre avec ça, parce qu'il n'est pas une mauvaise personne. Il est impératif que je garde à l'esprit qu'il n'est là que pour quelques jours. Du coup, je suis limitée. Je ne veux pas trop le bousculer sur cet aspect des choses. Parce que de toute évidence, il est très fragile d'un point de vue émotionnel. Quand les gens sont stressés, ils ne contrôlent pas leurs émotions. On ne choisit pas ce que l'on ressent. Et à partir du moment où on ne peut pas maîtriser ses émotions, cela devient difficile de les cacher. On peut essayer de donner le change et de faire semblant de sourire. Mais le stress qui nous envahit dans des moments comme celui-ci est très difficile à simuler. En fait, ce sont les muscles du milieu du front qui interviennent. Ils vont avoir tendance à se soulever. Donc peut-être que là, il est stressé parce qu'il repense à des événements particuliers. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que suggère son visage. Ça ne transparaît pas. D'autant plus qu'à d'autres occasions, il bouge ces mêmes muscles. Donc on sait qu'il n'a pas de problème de paralysie ou autre. Sommes-nous en train d'être manipulés par quelqu'un qui cherche à attirer l'attention et à susciter la compassion chez ses interlocuteurs? En fait, c'est très simple. Il y a deux solutions. Soit il est très fort et on tombe dans le panneau, soit on doute de sa sincérité et on se dit qu'il vaudrait mieux se méfier. Oui. Autant ne pas prendre de risques et opter pour la prudence. Mais je pense qu'un bon moyen d'établir si effectivement il cherche à nous berner serait que chacun de nous réagisse différemment à son histoire.
Avec Frédéric Bourdin, nous avons mené ce qu'on appelle une expérience de choix aveugle. Elle a été conduite pour la première fois il y a 10 ans par 2 collègues, Lars Hall et Peter Johansson, des scientifiques suédois. Ils ont trouvé une façon très intelligente de manipuler les gens. On montre au sujet la photo de 2 femmes. Et on lui demande laquelle il trouve la plus belle, la personne de gauche ou celle de droite. Ensuite, la photo que vous aurez choisie s'affichera une nouvelle fois sur l'écran. Et je vous demanderai de m'expliquer pourquoi c'est celle que vous préférez. On l'a fait une centaine de fois. En apparence, pour Frédéric Bourdin, c'est une simple expérience. Il regarde 2 photos, en sélectionne une et ensuite il explique son choix. Elle a l'air honnête. Deuxième choix. Innocente. Troisième choix. Plus sincère. Mais il y a un piège, et c'est ce qui est intéressant. À certains moments, toutes les 10 fois environ, s'il a choisi la carte de gauche, je lui remontre en fait celle de droite. Il se retrouve alors face à un visage qu'il n'a pas choisi, mais lui pense que c'est le cas. Donc, quand je lui demande de justifier son choix, soit il va s'en rendre compte et me dire que ce n'est pas la bonne carte finalement, soit il va m'inventer une explication pour justifier sa réponse, simplement parce qu'il croit que c'est cette photo qu'il avait choisie. On va alors pouvoir constater au niveau de son activité cérébrale la vitesse et l'efficacité avec lesquelles il parvient à justifier un choix qu'il n'a pas fait en réalité. Quand l'activité de notre cerveau est très lente et s'accélère brusquement, c'est une réaction caractéristique. Ça veut dire que la personne fait appel plus que d'habitude à sa mémoire. C'est très rare à observer comme phénomène. Donc, quand j'obtiens ce résultat, je sais d'emblée que j'ai affaire à un individu qui invente et raconte facilement des histoires. À ce niveau-là, il est assez unique en son genre. Donc, vous faites une première fugue à 16 ans. Vous vous sauvez du foyer. J'étais persécuté. Les autres jeunes trouvaient que j'étais bizarre et que je n'étais pas comme tout le monde. Vous vous êtes rendu à Paris. Oui, à ma première fugue, je suis allé à Paris. Je me suis retrouvé à déambuler dans la ville en pleine nuit, sans savoir où j'allais. J'ai rencontré 2 hommes, des adultes, qui m'ont invité dans un bar. Ils m'ont fait boire de la bière et m'ont demandé si j'étais gay. Je leur ai répondu non. Ensuite, un inconnu m'a suivi. Donc, pour m'en débarrasser, j'ai appelé la police d'une cabine téléphonique en me faisant passer pour un touriste. J'ai raconté que je venais de voir un adolescent anglais d'environ 14 ans, tout seul dans la rue, qui avait l'air perdu et vulnérable. Comment ça vous est venu? Je comprends qu'à ce moment-là, vous vous sentiez menacé et que vous aviez besoin d'aide. Mais pourquoi avoir inventé cette histoire d'adolescent anglais perdu dans Paris, alors que c'était vous, le mineur en détresse? Je ne m'aimais pas. Il faut vraiment qu'on règle ce problème avant d'aller plus loin dans notre évaluation. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur la question. Pensez-vous qu'il est aussi vulnérable que ce qu'il nous montre? Il se présente comme un homme fragile et traumatisé par ce qu'il a vécu. Et il m'a dit que s'il pensait avoir fait du mal à la famille de Nicholas Barclay, ce qui de toute évidence est le cas, il ne le supporterait pas. Il ne pourrait pas vivre avec ça. Quand tu m'as dit que tu ne savais pas quoi en penser, ça m'a interpellé. J'y ai même réfléchi le soir chez moi. Et ça m'a beaucoup préoccupé. J'ai envisagé les pires scénarios. Parce qu'on ne peut pas se dire que c'est juste une émission télé et que ça n'a pas de conséquences.
Quand j'ai visionné les images, je me suis rendu compte qu'il parlait de faits remontant à 15 ou 20 ans. Du coup, ça m'a rassuré. Il dit « Je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais eu cette impression à l'époque. » Pensez-vous qu'en partant d'ici, il pourrait récidiver? Disparaître et réapparaître quelque part en se faisant passer pour un adolescent? Durant notre entretien, et il m'a dit quand même « Je pourrais le refaire. J'y ai pensé récemment. Je pourrais très bien recommencer. » Juste là, quand on était dans le couloir, il m'a dit qu'en sortant d'ici, il ne rentrait pas chez lui, parce qu'il allait en Serbie. Je ne sais pas quoi penser de Frédéric Bourdin. Je suis vraiment déconcertée. Lui as-tu parlé? Oui, il n'a pas arrêté de me dire que le monde court à sa perte et que c'est très triste. As-tu trouvé qu'il s'apitoyait beaucoup sur lui-même? Oui, je trouve. Son discours, c'est « J'ai commis des erreurs, mais ce n'est pas de ma faute. » Et du coup, il fait tout ce qu'il peut dans ce monde horrible pour se rattraper. Maintenant que tu m'en parles, je me souviens qu'à certains moments, pendant qu'on discutait, il scrutait mon visage. Et je pense qu'il essayait de savoir ce que je ressentais. Et tu sais quoi? Il est très fort pour ça. Il a vraiment un don pour lire et interpréter les sentiments des autres. Il est vraiment très perspicace dans ce domaine. C'est vrai. Je me demande si tu aurais éprouvé davantage de compassion pour lui s'il t'avait raconté des choses un peu plus personnelles. Non, car il m'a aussi parlé de sa femme et de ses enfants. Il m'a expliqué qu'elle l'avait quitté. Et d'autres événements tristes qui lui étaient arrivés. Bref, il n'a plus confiance en personne. Pour choisir la bonne victime, il faut être capable de lire dans l'esprit des gens. Pour cette expérience, on voit 10 hommes à l'écran qui sont en train de mentir ou de dire la vérité. Le but étant d'évaluer dans quelle mesure le sujet est capable de savoir ce que ces personnes pensent réellement. À votre avis, entourez la réponse. Je vais me fier à ma première impression. They should be killed. I mean, it should be executed. I personally couldn't partake in that decision. I mean, I wouldn't have an active part saying yes, but it has to be done. I mean, yeah. Well, why do you believe that? Why does it have to be done? Well, not necessarily have to, but Les personnes que l'on voit donnent leur opinion sur la peine de mort ou l'interdiction de fumer. Mais on a demandé à quelques-unes de mentir. Certaines expliqueront qu'elles sont pour et d'autres qu'elles sont contre. Et Frédéric Bourdin doit tenter de deviner qui invente et qui est honnête. Are you lying to me now? No. Six. Très bien, merci de vous être prêté à cet exercice. Un jour, par exemple, quand vous viviez dans la rue à Munich, un couple s'est occupé de vous, c'est ça? Oui. Il voulait vous adopter. Oui. Parlez-moi de cet épisode. Je m'étais allongé sur l'autoroute. Je l'avais déjà fait. Donc, je savais qu'il n'y avait que deux solutions. Soit je me faisais rouler dessus par une voiture et l'affaire était réglée, soit un conducteur me verrait, s'arrêterait et appellerait une ambulance ou la police. Et c'est ce qui s'est passé. Une voiture s'est arrêtée, ils ont appelé les secours. Et très important, quand ils m'ont demandé mon âge, je leur ai dit que j'avais 14 ans. Donc, ils m'ont emmené à l'hôpital pour enfants. Le lendemain matin,
Un grand monsieur noir et une dame très gentille sont venus me voir. Ils se sont présentés. Ils s'appelaient Bill et Jasmine. L'homme venait des États-Unis. Ils sont restés avec moi dans la chambre. Ils m'ont apporté à manger. Au bout d'un moment, j'ai voulu partir, mais ils m'en ont empêché et ils m'ont mis dans une unité psychiatrique pour enfants. Au bout de quelques jours, je leur ai demandé ce qu'ils comptaient faire de moi. On m'a dit que j'allais être transféré dans un foyer, mais que la police voulait d'abord relever mes empreintes et me prendre en photo. Et la police allemande m'a rapidement identifié parce qu'ils avaient eu affaire à moi plusieurs fois. Du coup, j'ai appelé Bill et Jasmine. Quand ils ont appris que j'avais 19 ans et pas 14, ils étaient très en colère. Ils vous en ont beaucoup voulu. Oui. En découvrant la supercherie. Je pense que les gens ont beaucoup d'empathie et de compassion pour une personne comme vous, qui cherche à être aimée et qui veut qu'on prenne soin d'elle. Ça les touche parce qu'au fond, on cherche tous la même chose. Le problème, c'est la façon dont vous en abusez. Votre passé explique de toute évidence la façon dont vous agissez, vos usurpations d'identité, mais il ne l'explique pas non plus. Et quelque part, vous essayez de justifier votre comportement. Non, je veux simplement l'expliquer. Je ne peux pas le justifier. C'est simplement action-réaction. Je dirais, ce que vous dites n'est pas faux. Je comprends où vous voulez en venir. Je ne me voile pas la face. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, j'étais censé faire quoi ? Il espérait réussir à se rendre aux États-Unis, où il aurait pu vivre dans un cocon et profiter d'une vie de famille idyllique et merveilleuse. Ce qui bien sûr ne pouvait pas arriver, parce qu'il court après des chimères. Oui, et imaginons qu'il ait pris la place de Nicholas Barclay. Mais que ça ne suffise pas pour que cette famille l'aime. C'est une réussite ou un échec? C'est un échec, mais il se met constamment en position d'échec. Quand on recherche désespérément l'amour et l'affection des autres, est-on vraiment réaliste? Il cherche à créer une enfance qui n'existe pas. Parce que de toute façon, la famille parfaite, ça n'existe pas. Sinon, ça saurait. En fait, vous cherchiez une famille idéale? Une famille, un foyer. Parfois, j'ai trouvé des endroits où tout le monde se fichait de savoir qui j'étais vraiment et où on m'appelait par le nom que j'avais donné. J'avais 14 ans, je m'appelais Alex ou Ernie, peu importe. Je cherchais un endroit où je pourrais être, où je pourrais avoir une enfance normale, aller à l'école, faire du sport, ce genre de choses. C'est ce que je souhaitais trouver, la famille idéale. Avec une mère attentionnée qui serrait ses enfants dans ses bras, dont l'amour se lisait dans ses yeux et dans ses gestes. C'était mon rêve. Le reste, ça ne m'intéressait pas. Je me fichais de l'argent ou qu'on m'achète de belles chaussures. Je me fichais du confort. Tant que j'avais de l'amour, j'aurais même pu dormir par terre comme un chien. Je ne voulais pas autre chose, uniquement de l'amour. Quand on se présente aux autres sous une fausse identité, quand on se fait passer pour quelqu'un d'autre, on sait très bien au fond de soi que même si on gagne cet amour et cette affection, ils seront basés sur un mensonge. Il prétend être Nicholas Barclay, qui en plus serait traumatisé. En déclarant être ce garçon qui aurait vécu des choses horribles, systématiquement encore et encore, il rejoue sans cesse son traumatisme initial. Il reproduit à chaque fois des relations et un comportement dysfonctionnel. Donc, forcément, à chaque fois, ça ne peut que mal finir. Je savais que je serais condamné et je l'ai accepté. J'allais devoir payer pour ce que j'avais fait. Vous avez écopé de 6 ans d'emprisonnement
pour parjure et usurpation d'identité. Une prison américaine, c'est un environnement totalement différent. Vous n'étiez plus dans une famille, un foyer ou un hôpital pour enfants. Comment vous en êtes-vous sorti? Les autres détenus ont très vite compris que j'étais capable de tout. Je pouvais me planter des aiguilles dans le bras, me taillader le visage, je pouvais devenir complètement fou. Les gardiens détestaient ça. Mais pour vous, c'était un rôle. Vous ne cherchiez pas vraiment à vous mutiler. Vous vouliez simplement passer pour un fou. Les deux. Les deux. Je voulais vraiment me taillader le visage, sans que ce soit trop grave, mais au moins de façon superficielle. Ça suffit, le visage, ça saigne beaucoup. C'est très impressionnant. Donc oui, c'était de la manipulation, mais d'un autre côté, ça me faisait du bien. Ça me permettait de m'évader. Mais si vous aviez vu leur tête quand j'ai débarqué dans cet état, il y avait au moins une centaine de détenus. Je vous garantis qu'après m'avoir vu comme ça, avec du sang partout, j'étais sûr d'être tranquille. Personne ne viendrait s'en prendre à moi. Surtout les Américains, les suprémacistes blancs. Ils n'aimaient pas ça. Ils sentaient que j'allais leur attirer des problèmes. Quant aux Mexicains, comme je parlais l'espagnol, et aussi, peut-être, grâce à mon aura, je ne sais pas, ils m'ont adopté. Je faisais partie de leur clan. Ils me protégeaient. On mangeait ensemble. Leur avez-vous montré un jour le véritable Frédéric Bourdin? Non, pas vraiment. J'étais devenu un Mexicain. Je parlais avec leur accent. Je m'habillais comme un Mexicain. J'étais dans leur camp quand il y avait une bagarre. Là, je ne pouvais pas appeler la police et leur dire que j'avais 14 ans. Je n'avais pas le choix. Je devais me fondre dans la masse et m'adapter au milieu carcéral. Il y a plusieurs façons de mentir. On peut afficher un visage impassible. Oui. On essaie de se contrôler. On peut aussi créer l'illusion comme le font certains escrocs. Par exemple, si je veux me faire passer pour un prince ou quelqu'un de très riche, il faudra que je me déguise, que je fasse croire avoir beaucoup d'argent. Je pourrais débarquer en hélicoptère ou en jet privé. Ensuite, je n'ai plus qu'à laisser les autres imaginer des choses sur moi. Plus besoin de fabuler. Et il existe un dernier moyen, s'identifier totalement à une personne qu'on a inventée. Comme les acteurs qui se glissent dans la peau de leur personnage. Mais dans son cas, ce n'est pas pour un film, mais pour devenir quelqu'un d'autre. Et peu de gens sont vraiment capables d'y parvenir. C'est la méthode qu'utilisent certains manipulateurs et c'est très difficile d'y parvenir. Et je pense que c'est la sienne. In 2003, Frederick Bourdin was released from prison and deported back to France. Bourdin moved to the French city of Grenoble, where he learned of the disappearance of the boy Leo Ballet. He assumed the identity of the boy, but a DNA test revealed Bourdin was lying. According to an American magazine, a psychiatrist evaluated Bourdin concluded, "We are very pessimistic about modifying." À mon avis, il était effectivement constamment en quête d'amour. L'amour qu'il n'avait pas eu dans son enfance. Mais il n'y avait pas que ça. Il cherchait aussi à attirer l'attention sur lui. Il voulait absolument être quelqu'un, ne pas être insignifiant. Bienvenido en mi pesadilla personal. Welcome to my personal nightmare. Et là, je leur montre mon vrai visage. Un homme triste et désespéré. Perdu. Et comme dans le fond, l'être humain est naturellement bon, les gens voient celui que je suis vraiment et pas ce que j'essaie de leur montrer. Il y a une première étape quand on veut tromper quelqu'un. Et c'est justement là que réside le talent d'un escroc, même si je sais que vous n'aimez pas ce terme. Il faut d'abord réussir à susciter une émotion chez son interlocuteur. Tout part de ce que moi je ressens, de mes propres émotions.
Pendant toutes ces années, en endossant une autre identité, je ne me suis jamais dit « j'ai envie de piéger ces gens ». Pas du tout. Vous ne vous êtes jamais dit que vous les manipuliez? Bien évidemment, j'étais conscient de leur mentir sur mon âge et sur qui j'étais. Mais pour moi, ce n'était qu'un détail technique. Ce n'était pas l'essentiel. On ne sait jamais trop à quoi s'en tenir avec lui. Il reconnaît qu'il est un menteur et qu'il l'a toujours été. Mais il dit aussi que la seule chose qui soit vraie, c'est que s'il a agi de cette façon, c'est uniquement parce qu'il avait besoin d'amour, que c'est la seule chose véridique. Aujourd'hui, ce n'est plus moi l'important. Ce sont mes enfants et rien d'autre. Ils sont toute ma vie. Ça veut dire qu'ils ont comblé le vide que vous ressentiez? Non, rien ne pourra jamais le combler. J'aimerais que ce soit possible, vraiment. J'aimerais qu'on puisse me faire une piqûre qui pourrait faire disparaître ce vide comme par magie. Dans ce cas, comment faites-vous pour tenir le coup quand vous n'allez pas bien? Je joue aux jeux vidéo. J'adore ça. Parce que derrière ma console, les gens ne me voient pas. Je peux continuer de faire croire que j'ai 14 ans. Je suis un gamin qui n'a pas grandi. Peter Pan, c'est moi. À ma place, n'importe qui aurait déjà sauté d'un pont ou se serait pendu depuis longtemps. Mais pour je ne sais quelle raison, moi j'ai tenu bon. Donc vous souffrez? Oui, oui, parce que tout ce que j'ai pu faire dans ma vie d'adulte, je l'ai fait pour me sentir bien. Parce que, justement, je suis malheureux. Et quand on va mal, forcément, on a envie que ça s'arrête. On a envie d'être comme tout le monde et heureux. C'était très intéressant de m'entretenir avec vous. Vous m'avez raconté votre histoire, et cela m'a permis de découvrir qui vous êtes vraiment. Vous étiez spontané. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous dans le jardin. Je suis très heureuse d'avoir pu apprendre à mieux vous connaître. Vous ne vous considérez pas comme un escroc, parce que vous, ce qui vous motivait, c'est le besoin d'amour et non l'appât du gain. Effectivement. Pour vous, la cupidité et le manque d'affection, ce n'est pas la même chose. C'est ça. Je suis d'accord. Mais je pense que lorsqu'on se concentre uniquement sur soi et sur ses propres besoins, on a tendance à oublier que les autres aussi éprouvent des émotions et qu'il faut les prendre en compte. Peut-être. Et c'est ce qui s'est passé avec vous. Quand on est en situation de stress, on aura tendance à opter pour la réponse dominante. Et dans votre cas, cette réponse consiste à usurper une identité. Vous utilisez des éléments de votre histoire personnelle pour le justifier, mais c'est parfois discutable. Vous étudiez votre personnage un peu comme le ferait un acteur avant d'endosser un rôle. Apparemment, c'est comme ça que vous procédez. C'est en quelque sorte ce que vous avez dit à Kerry quand elle vous a demandé comment vous aviez fait pour imiter un adolescent de 15 ans. Quand on vous demande de faire un choix et de l'expliquer, vous vous démarquez des autres. Vous êtes beaucoup plus rapide que la plupart des autres sujets. Vous n'avez aucun mal à vous inventer une vie et un personnage qui vont venir se superposer à vos souvenirs existants. Si bien que cette nouvelle identité va devenir pour vous une réalité. En fait, j'aimerais vous lancer un défi, parce que je pense que vous êtes un homme très intelligent. Quand vous ressentez le besoin de devenir quelqu'un d'autre, de vous glisser dans la peau d'un personnage, parce que pour vous, c'est difficile d'être Frédéric Bourdin. Dans ce cas-là, dites-vous que votre prochain rôle sera celui d'un adulte équilibré. Un adulte équilibré, c'est un individu bien conscient du fait de garder au fond de lui l'enfant qu'il a été.
et cet enfant a pu souffrir. Mais il n'attend pas pour autant des autres qu'il gère cette souffrance à sa place. Il s'en charge lui-même. Et du coup, il fait beaucoup plus attention aux autres et à ce qu'ils peuvent ressentir. C'est beaucoup plus gratifiant et plus agréable de vivre de cette façon. Et vous en êtes tout à fait capable. Vous comprenez? Oui, je comprends. Oui? Vous essaierez? Je ne cesse jamais d'apprendre, donc on verra. D'accord. Merci. Bonne continuation. Thank you.